Ah non, comme moi, j'aime ce qui est bien fait. Ah, que ça soit dans le mal ou dans le bien, après, c'est clair que c'est mieux que ça soit dans le bien. Yes. Mais quand c'est bien fait, tu te dis, waouh, le gars, c'est un cerveau, quoi. Bienvenue dans l'expérience Yannick Yao, le deuxième épisode, deuxième interview avec, j'allais dire un ancien, mais en fait, pour ceux qui me suivent sur l'expérience Yannick Yao, si vous l'avez vu sur une autre plateforme sur laquelle on a déjà échangé lui et moi, vous allez me dire, ok, c'est répétitif, mais non, pas du tout, parce que en peu de temps, je crois que ça fait un an. C'est ça. Un an. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec ce monsieur. Donc, là où vous voyez, il était, je dirais pas timide, mais un peu plus introverti dans sa manière de parler. Si vous le suivez pas sur les réseaux sociaux, ou pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous voyez une grosse évolution, non seulement dans sa tenue vestimentaire, la barbe reste là, mais dans ses activités surtout. Les cheveux sont finis. Mais dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec lui. C'est devenu un ami, voire un frère ici, parce que je pense que au niveau de la diaspora ou même au niveau des locaux ici en Côte d'Ivoire, quand vous réussissez à être en contact avec des personnes qui font des choses constructives, c'est important de réussir à conserver ce lien-là et ce réseau-là. Donc, je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. Donc, je suis avec monsieur Joël Nyepa Anani. C'est ça. Joe, comment ça va? Ça va bien et toi? C'est toujours un plaisir également. À chaque fois, on fait ça dans les émissions, mais ça fait au moins 10 minutes qu'on parle. Donc, on essaie de dire bonjour, mais bon, c'est pas grave. Donc, Joël, je suis super content que tu reviennes parce qu'effectivement, comme je le disais en préambule, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'interviens pas, mais je vois. Et je vois une grosse évolution par rapport à la première fois qu'on s'était connus. La première fois qu'on s'était connus, c'est moi qui t'avais contacté. C'est ça. Dit, okay, c'est ça. J'étais en plein confinement à Paris. On va revenir sur ça. Donc, présentement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok. À l'état civil, le nom complet, c'est assez long. C'est Nyepa. C'est Anani Nyepa Iroplo Franck Joël. Donc, j'ai sélectionné. Donc, ça donne Nyepa Joël Anani sur les réseaux sociaux. Alors, je me définis comme un repatpreneur, dans le sens où je suis retourné dans mon pays d'origine, donc la Côte d'Ivoire, pour entreprendre. Voilà, donc né au pays, la Côte d'Ivoire, parti très tôt en Europe, en France plus précisément. Et puis, après avoir validé mon BTS, j'ai décidé d'aller en Angleterre, où j'ai passé 8 années là-bas à étudier et à travailler, sinon puis à travailler. Et puis finalement, j'ai décidé de rentrer au pays, puisque entre-temps, je faisais des allers-retours. Donc je suis rentré au pays définitivement avec tout, avec tout, pour finalement vivre mon rêve sur place. Donc pour faire court, je suis un jeune entrepreneur, un repatpreneur qui investit dans plusieurs domaines d'activité. Absolument. C'est exactement ça, ce que tu es. C'est un entrepreneur, un businessman, un investisseur et aussi un formateur. Et j'aime bien, en fait, cette chronologie-là parce que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Et derrière, il a l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste coach ou formateur, il n'a jamais expérimenté. C'est-à-dire qu'avec ce genre de personnes, et potentiellement, si vous avez vu l'interview que j'ai fait juste avant lui avec monsieur Bruno Bellinga, pareil, personne qui est née à l'extérieur. Non, il est né à l'extérieur. Ah, lui, il est né à l'extérieur. Je parle plutôt de la manière dont vous fonctionnez dans vos activités. Vous pratiquez et derrière, vous avez la volonté de vouloir l'enseigner à d'autres personnes. Et c'est ce que je trouve génial, en fait. Donc, businessman, investisseur, formateur. Donc, Joël, ça fait peut-être répétitif, mais bon. Pourquoi, j'allais dire pourquoi. Je vais plutôt passer par cette question-là. Qu'est-ce que Internet t'a apporté pour te lancer dans le business? Parce que j'ai l'impression que l'Internet a vraiment poussé ou accéléré ton retour ici et tes activités, que ce soit dans l'agriculture, au départ, parce que tu avais commencé par ça, je crois. C'est ça. Et maintenant aussi, par rapport à ce que tu es en train de développer avec immobilier, VTC, boîte de production, truc de dingue. C'est ça. Qu'est-ce que Internet t'a apporté? Parce que l'une des choses que je pousse ou je prône, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec l'Internet, surtout en 2022, il y a tellement de possibilités
il ne faut pas voir que potentiellement le non constructif ou potentiellement ce qu'on appelle le négatif. Il y a tellement de possibilités de connexion et de faire véritablement des affaires que ça devient criminel de ne pas l'utiliser. C'est ça. Et toi, tu as utilisé l'Internet à une période qui n'était pas... Je pense que beaucoup de gens, d'entrepreneurs, ont réussi à trouver leur voie pendant cette période-là. Donc, c'est ça. Je te laisse. Avant même de parler de la période Covid, là où Internet a vraiment joué un rôle déterminant, même avant ça, Internet m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas pu voir si Internet n'existait pas. Puisque j'étais en Angleterre, on n'avait pas forcément les chaînes qui montraient les activités au pays, mais c'est grâce à des web TV, donc je vais pas citer les noms, mais il y a des web TV qui mettaient en avant des entrepreneurs et qui faisaient des sortes de success stories sur des entrepreneurs ici en Afrique. Donc du coup, tu es en Angleterre, sinon je suis en Angleterre, je vois ces émissions-là, je deviens passionné de ces émissions-là parce que ça me montre ce qui se passe en Afrique. Donc déjà, c'est une ouverture d'esprit déjà sur ce qui se passe. Et du coup, c'est là que naît en fait l'envie de vouloir rentrer au pays. Donc là, on va dire c'est la naissance parce que quand on est en Angleterre, ce sont des chaînes câblées anglaises. Donc on peut ne pas avoir une visibilité sur le pays. Donc c'est là déjà que Internet joue un rôle déterminant dans mon parcours. Donc ensuite, je vois ça, je me lance en faisant des allers-retours au pays. Le deuxième moment où Internet devient déterminant, c'est quand en mars 2020, pendant que je rentre en Côte d'Ivoire en France pour voir la famille, je me retrouve confiné. Donc c'est une grosse période un gros cauchemar. Et donc c'est là que je décide de lancer la chaîne YouTube Astuces du pays, mais qui découle vraiment de l'ennui de cette période. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne peux plus rien faire. Donc, les frontières sont fermées, tu l'auras compris. Je ne peux pas rentrer au pays, mais en même temps, j'ai un bagage. J'ai un savoir, j'ai une expertise. Et puis, je regarde aussi des chaînes YouTube. Donc là encore, Internet joue son rôle. Je regarde des chaînes YouTube, des grandes chaînes YouTube d'Africains. Je vois un peu comment ils font. Et puis, je me dis, mais tiens, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est partager une expérience. Donc, comme moi, j'ai un bagage et que je suis bloqué et que je sais que YouTube, derrière, ça donne une certaine visibilité pour faire d'autres choses par la suite, c'est comme ça que je décide de lancer la plateforme de formation continue pour adultes, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, qui est la chaîne YouTube Astuces du pays, qui est le canal à travers lequel, finalement, je donne mon expérience. Et puis, boum, je me rends compte que les gens ont toujours attendu ça. Ça veut dire qu'on a des grosses chaînes camerounaises, on a des grosses chaînes... bon, c'est vrai que les Camerounais dominent le secteur, donc j'ai même pas un autre pays en tête. Je crois qu'il y a un Gabonais aussi qui fait ça, mais il n'y a pas vraiment de chaîne ivoirienne. Il y a un jeune qui fait ça, mais apparemment, je me suis rendu compte que c'était pas assez pour les gens. Et donc, ils ont accueilli ma chaîne avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, ont aimé vraiment la manière dont je donnais les informations parce qu'ils sentaient que c'était vraiment du vécu qui était raconté. Donc, c'est là le deuxième axe où Internet est déterminant. Et puis maintenant, la période dans laquelle je suis, où je me suis lancé dans une communication vraiment, je dirais pas agressive, mais importante sur les réseaux sociaux pour augmenter ma notoriété, de sorte à ce que plus de personnes me connaissent et puissent éventuellement profiter de ce que je sais faire et de ce que je sais. Astuces du pays, c'est pas fini, hein. Ça continue toujours, Astuces du pays. Ah non, ça continue toujours. Ça continue toujours. Maintenant, dans ta période où, quand tu as débuté, et on va dire jusqu'à ce que tu rentres, on va dire plus définitivement au pays, est-ce qu'on peut parler chiffres ou pas? Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, ok. Qu'est-ce que tu commercialisais via la chaîne Astuces du pays dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, je ne commercialisais rien du tout sur Astuces du pays. D'accord. Je m'ennuie. Je crée des contenus pour aider les autres. Voilà, donc à la base, tu sais, c'est comme quand tu commences quelque chose, tu vois pas forcément l'aspect business. Surtout quand tu aimes la chose. Toi, tu le fais. Et ce n'est que par la suite, je me rends compte que des collègues, entre guillemets, revendent certaines informations plus poussées par rapport aux rudiments qu'on donne à travers une chaîne YouTube. Pas parce qu'on est avare d'informations, mais parce que il faut faire des vidéos courtes.
qui soit concise et qui regroupe en même temps toutes les informations. Donc, pour aller plus loin, il faut passer par des séances qu'on appelle finalement des coachings. Donc, c'est là où je découvre le coaching et c'est là où je découvre qu'on peut créer des modules de formation qu'on peut vendre en PDF. Donc, le business vient après. Mais si tu veux, au départ, je ne vends rien. Au départ, je m'ennuie, donc je donne des informations en espérant que les membres de la diaspora puissent trouver ça pertinent et puis aller appliquer sur place. Voilà. Moi, je suis très consommateur de contenu vidéo sur YouTube. Et plus, effectivement, tout ce qui est constructif. Ça peut être des podcasts, ça peut être des formations, ce genre de choses. Quand tu as lancé cela, et on va dire, combien de personnes sont venues vers toi? Et sous quelle période à peu près quand tu as en termes d'abonnés ou... en termes de, j'allais dire, de clients ou de prospects. Tu postes ton contenu, formation et tout ça. D'accord. J'ai bien compris. Maintenant, tu incites les gens quand tu vois ils veulent un peu plus finalement. C'est OK, tu veux un peu plus. Maintenant, ça va me demander un peu plus de temps, un peu plus de travail. Donc, ce travail-là, il doit être rémunéré finalement. C'est ça. Donc, tu as eu combien de personnes qui sont revenues, on va dire, de manière... C'est ça. Alors, faut dire que moi, dans ma conception des choses, lorsque je commence un business, je commence toujours, avec les moyens de bord. Ouais. Et deux, même quand les moyens sont là, je vais vraiment tout doucement. OK? D'accord. On commence doucement et puis on grandit progressivement. Donc, du coup, faut dire qu'au début, la chaîne YouTube, je ne mettais pas énormément de moyens. Mais c'est pas plus mal. La raison pour laquelle je dis c'est pas plus mal, c'est que tu vois, les gens qui font des trucs plutôt divertissants et tout, ils utilisent juste leur téléphone et pas forcément une super lumière. C'est ça. Même, tu as des personnes qui font des choses à l'heure actuelle qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés et on les appelle Allo. Les gens comprendront de qui on va. C'est ça. Mais elle a juste son téléphone et WhatsApp et elle met son haut-parleur et elle crie. C'est ça. Tu vois, après, voilà, ça dépend aussi des sujets. Faut dire que l'entrepreneuriat, voilà, tous les jeunes rêvent d'entrepreneuriat, mais lorsqu'il y a une plateforme qui est créée pour parler d'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément de retour. Donc, moi, par rapport on va dire, à la monétisation de ma chaîne YouTube, mais pas monétisation de YouTube. Par rapport à la transformation de quelque chose qui devait être un passe-temps pour finalement rapporter de l'argent, dans ce sens-là, en termes de clients et tout ça. Au début, vu que c'était assez basique, je mettais pas suffisamment de moyens. Je dirais que c'est à partir des 1000 abonnés que vraiment j'ai commencé à sentir que même si les gens m'appelaient pas directement pour acheter mes produits, c'est à partir de là que la visibilité a vraiment commencé. Donc, à partir de là, j'ai commencé à mettre les moyens parce que moi, c'est ça, je commence tout doucement et puis je vois le potentiel. Et quand je vois que ça prend, là, c'est plus motivant pour mettre les moyens après. Mais YouTube, la plateforme YouTube, c'est un business assez bizarre parce que le retour, il n'est pas forcément, il n'est pas direct. D'accord. Après, je ne parle pas de monétisation. On ne parle pas de la monétisation de la chaîne. Pour monétiser, il faut vraiment avoir énormément d'abonnés pour pouvoir en vivre. Mais avant ça, c'est déjà, les gens te découvrent. Tu gagnes en crédibilité, tu gagnes en notoriété. Et puis, quelqu'un qui s'est abonné aujourd'hui peut devenir un client 2 ans après. Mais tu ne verras pas forcément la corrélation entre celui-là. Mais c'est des gens qui me disent que, par exemple, celui qui devient client me dit souvent, je vous suis depuis un bon moment. Voilà. Il m'a suivi depuis un bon moment. C'est pas, je viens juste de découvrir, je veux un terrain, je veux un VTC, je veux investir avec lui. Non, je vous suis depuis un bon moment. Donc, il a pris son temps parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, les gens n'ont plus confiance et c'est normal. Ils prennent le temps, ils consomment du contenu gratuit. Et puis après, ils se disent, mais ce mec, ce jeune homme, ce monsieur, il donne tellement de contenu gratuitement que à la limite, ils se sentent un peu redevables de vouloir donner quelque chose en retour. Ou alors, leur confiance est suffisamment importante pour dire, OK, je vais essayer de me lancer avec lui. Sauf qu'avec moi, quand tu commences à essayer, c'est fini, tu vas tout me donner parce que je suis tellement à fond que finalement, ça commence par un taxi, 2 taxis, une ferme, une maison, un terrain, et puis après, ça devient un partenariat. Voilà pourquoi nous, il n'y a pas de clients chez nous, c'est que des partenaires, parce qu'on est dans le long terme. Absolument. Et il ne faut pas se tromper, parce que ce que tu dis, finalement, c'est pas uniquement parce qu'ils aiment bien le gars qui produit des contenus. C'est parce que derrière, les produits ou les services que je propose sont de qualité. Et puis, comme j'aime le dire,
tu dis ce que tu fais, mais tu fais aussi ce que tu dis, ce qui est assez compliqué dans notre cercle, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font certaines choses et c'est un peu plus compliqué de délivrer au niveau des produits ou des services qu'ils disent. Donc, toi, en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat, c'est par quoi tu as commencé quand tu es venu ici? L'agriculture. Ouais. Voilà, l'agriculture en plein terre et puis très rapidement en hors sol. Ok. Voilà, parce que j'avais beaucoup de difficultés avec l'environnement rural, la compréhension des choses, la façon de faire les choses. Il y avait trop de risques. Donc du coup, je me suis replié dans un domaine, dans un milieu que je maîtrise le mieux, le domaine urbain. Et du coup, ça a développé le côté agriculture hors sol. C'est purement business ou c'était une vraie passion pour l'agriculture? Parce que ton background n'était pas agricole, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai un BTS en management. Ouais. Et puis, j'ai enchaîné avec un bachelor en économie. Voilà. Donc, c'est vrai que l'économie ouvre l'esprit, mais c'était pas vraiment porté sur l'agriculture. Et ça aurait été très dommage parce que de toute façon, je serais pas resté uniquement dans l'agriculture. Voilà. Et j'ai pu un peu sentir ta question, c'est business ou passion? Au risque de décourager certaines personnes de se lancer dans l'agriculture, si l'agriculture c'était business, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Voilà. Parce que dans un contexte africain, si tu ne transformes pas, j'ai pas envie de décourager nos parents paysans. Faut vraiment continuer, c'est bien, faut innover et tout. C'est la réalité, quoi. Mais à mon niveau, à mon niveau d'expertise, de compréhension des choses, si tu ne transformes pas, très rapidement, ça devient une activité de subsistance. Donc, tu vas manger, tu vas envoyer tes enfants à l'école, tu vas payer ta maison, c'est pas mal. Mais pour nous qui avons déjà rêvé de richesse et de réelle indépendance financière avec un héritage à laisser derrière, c'est pas assez. Quels sont les 2-3 produits, ou en tout cas les 2-3 matières sur lesquelles tu dirais qu'il faut se lancer si on a la passion et on a aussi la patience de pouvoir se lancer sur ce secteur-là? J'ai pas compris la question. Les domaines ou alors les cultures? Les cultures, exactement. Les cultures. D'accord. Déjà, la tomate. C'est bien de ça que tu parles. Quelles cultures sont... Voilà, la tomate, parce que c'est le fruit ou le légume, selon comment on voit les choses, qui est le plus consommé. Voilà, même si on est agressé régulièrement par la tomate qui vient de l'extérieur, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, pour agrandir la production animale. Voilà, le poulet. On dit l'Africain aime le poulet, mais je pense que le monde entier aime le poulet, c'est tellement bon. Donc la tomate, le poulet, et puis la troisième chose, l'élevage de porc. Donc j'ai vraiment agrandi en production végétale, production animale. Voilà. Mais le fruit ou le légume, donc la production végétale qui est vraiment bonne, c'est la tomate, parce que la tomate réussit, que ça soit en plein terre, que ça soit en hors sol, ça peut pousser sur une dalle, ça peut pousser partout. Et puis le reste, faut passer dans l'élevage, poulet et porc. Poulet parce que tout le monde aime le poulet, le porc parce que tu sais très bien qu'en Côte d'Ivoire, les gens raffolent de ces trucs-là. Et donc voilà. Ok, ça marche. Quelles sont les 2-3 erreurs à ne pas commettre en se lançant sur ces 3 types de culture? D'accord, de culture et de l'élevage. Alors la tomate, déjà, faut savoir choisir son site. Voilà, c'est assez déterminant. J'en parle dans certaines vidéos. Un site qui soit accessible, pour qui? Accessible par les clients par la suite. D'accord. Et accessible par soi-même. Moi, j'ai eu à choisir des sites où il fallait traverser des champs d'EVA. Et finalement, quand le propriétaire ne veut pas qu'on traverse son champ, ça devient un détour. Après, quand tu finis de produire, il faut écouler, il faut faire sortir les produits pour les mettre sur la route. Voilà, donc ça rajoute des frais supplémentaires en fait qui sont pas forcément supportables pour pouvoir rentabiliser son activité. Donc, faut bien choisir son site, faut bien étudier sa terre. Il faut que la terre soit propice à cette culture-là. Faut éviter les bas-fonds. D'accord. Ensuite, faut bien choisir son équipe, faut qu'elle soit compétente. Et faut qu'elle soit faut que la plantation soit dans une zone où on trouve de la main-d'œuvre facilement. Parce que le but, la finalité, c'est pas d'installer un champ, mais c'est de pouvoir l'entretenir et de pouvoir après récolter et vendre. Donc, en fait, avant même de se lancer, faut s'asseoir, faut rien commencer, et puis penser à tout ça. Ou alors, se coller à une structure qui a l'expertise et se laisser guider. Parce que nous, on a déjà fait tellement d'erreurs.
on met ça à la disposition, bien sûr. Bien sûr, c'est payant. Bien sûr. Donc, on essaie de récupérer l'argent qu'on a perdu. J'étais dans un autre truc qui s'appelait Business Plan. C'est la même chose, c'est l'expérience NGO, mais on parle business. Donc, comprenez bien, ce sont des gens qui font du business. Ah, donc, c'est ça. Vous qui regardez, c'est business ici. C'est du business. Voilà, donc tu te colles à quelqu'un qui a déjà... Moi, j'ai déjà fait tellement d'erreurs parce que je suis un peu téméraire au niveau du risque. Je vois pas forcément le risque où tout le monde voit. Donc moi, je fonce. Donc j'ai déjà fait tellement d'erreurs. Donc tu te colles à quelqu'un qui a déjà fait au moins pour 10 millions d'erreurs. Ouais. Ça te permet déjà d'économiser 10 millions. Et puis après, s'il est suffisamment bienveillant, il peut te donner les bonnes astuces pour réussir. Mais c'est surtout ça, ce que tu viens de dire là. C'est que tes erreurs font économiser la personne. C'est ça. C'est ce montant-là qui n'est pas c'est pas assez compris malheureusement au pays. Moi, franchement, tout l'argent que j'ai perdu, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, écoute, moi j'ai déjà fait. Bien sûr, faut vraiment partir avec des personnes bienveillantes parce qu'il y a vraiment je sais pas si c'est des mauvaises personnes ou des personnes qui, voilà, elles n'ont pas forcément envie que les autres réussissent. Faut vraiment partir avec ces personnes-là qui sont bienveillantes et qui vont dire, ok, écoute, c'est pour ça que je suis c'est pour ça que moi, mon coaching, il marche. Parce que il y a des personnes qui peuvent faire payer plus pour me voir en personne parce que je suis vraiment un livre. Même moi, des fois, moi, je dis tout, mais tout. Attends, les gens payent, bien sûr, la qualité des produits, le service, mais ils payent aussi la vitesse. Donc, si je veux me débrouiller par moi-même, ok, comme on dit, comment on reconnaît les pionniers, c'est par les cicatrices qu'ils ont dans le dos. C'est ça. Donc, si tu veux pas t'égratigner beaucoup, ok, si t'as pas le temps, il y a des gens qui, eux, ont toutes ces marques-là. Et maintenant, ils te mettent ça à disposition et ça va plus rapidement. Donc, moi, mes marques, c'est tu prends ma photo de 2020 et tu prends ma photo de maintenant et puis tu vois capillairement parlant, tu verras mes marques. Voilà, j'avais un afro en 2020, mais concrètement, ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, je suis passé d'un afro et là, je sais même pas où je vais. Tu viens ici. Chaque matin, je regarde la tête, je dis, ah, mon gars, tu vas où? Voilà, c'est ça. C'est le stress, c'est les bavardages, c'est les situations qu'il faut gérer et tout ça. Donc, la tomate, c'est ça. Maintenant, le poulet, voilà, c'est pareil, faut bien choisir son site. Faut faire une bonne étude, faut se former. Le poulet, c'est comme l'être humain, c'est comme tout. C'est à tel âge il y a des besoins, à telle période il y a des besoins, jusqu'à ce que on arrive à la vente. Donc faut vraiment se former. Tous les jours quand je fais des coachings, j'entends des gens qui échouent dans l'élevage. Je dis mais comment ils font? Des gens qui perdent 1000 poulets, 2000 poulets en une bande. Je dis mais comment vous faites? Il y a des mesures, il y a des mesures. Limite, faut même pas être intelligent pour faire de l'élevage de poulet parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophylaxie. C'est un cahier des charges. Quand le poulet arrive à un jour, sucre, de l'eau sucrée pour vaincre le stress depuis le voyage de souvent à Nibelocro jusqu'à ta ferme, tu lui donnes le sucre. Tu le chauffes pendant 7 jours. À 7 jours, tu lui donnes telle vitamine. À 14 jours, donc faut juste suivre bêtement en fait. Voilà. Et puis pour l'élevage de porc, faut bien choisir son site. Par exemple, il y a des personnes qui mettent des millions dans des sites où finalement l'odeur du porc finit par déranger les riverains qui font une pétition et puis du coup tu perds ton site. Donc il y a plein de petits détails comme ça que si tu rates ça, tu rentres en brousse. Voilà. Donc donc moi j'insiste sur le fait que faut aller vers des gens vraiment qui ont déjà de l'expérience et puis se laisser guider. Transition. Parce que tu as parlé de transformation et toi, tu l'as fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est avec le poulet. J'ai pas forcément vu sur les autres cultures éventuellement que tu fais, c'est sur le poulet. Ce que j'ai vu, restaurant. Et effectivement, c'est toi qui écoule ça. À travers des boutiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a indiqué que tu devais passer à cette étape-là et non pas uniquement juste élever et puis le vendre un petit peu comme ça? Alors, déjà, la production végétale, on a un peu freiné. Parce que nous, on était parti sur une production biologique. Malheureusement ou heureusement, le marché du bio en Côte d'Ivoire, je suis peut-être mal informé, n'est pas suffisamment développé en fait. Pour te donner un exemple basique, quand on faisait notre tomate bio, qu'on allait sur les marchés, qu'on disait 600 francs le kilo, la dame nous disait carrément qu'elle vient d'Adjamé ce matin, elle a eu sa tomate à 250. Et quand on lui dit, mais oui, mais nous, nos tomates sont du bio, elle me dit, ah, mon frère, moi, nous, bio, là, nous, on connaît pas. Est-ce que vous êtes supporté pour ceux qui font seulement ce bio-là? Parce que j'ai l'impression que dans les pays
occidentales, ils sont supportés par des subventions qui les poussent aussi à produire du bio. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la réalité, mais parce qu'effectivement, manger bio, ça demande derrière... C'est ça. Non, il y a des subventions. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, que je connais mieux, on subventionne les agriculteurs pour la transformation. Par exemple, quelqu'un qui faisait de l'agriculture chimique, lorsqu'il passe en bio, c'est assez violent. Parce que le chimique, c'est chimique, mais c'est rapide. Je te donne un exemple. Tu as ton champ de tomates, il y a des insectes, il y a une attaque d'insectes, tu pompes un insecticide. Très rapidement, il n'y a plus d'insectes parce que ça sent fort, parce que ça va directement sur la plante, les insectes disparaissent. Par contre, quand tu passes par le bio, il s'agit d'agir en fait dans le système de la plante en elle-même pour qu'elle puisse se défendre. Ou alors de prendre des purins d'ail, c'est-à-dire que prendre de l'ail, piler, macérer dans de l'eau pendant des jours. Pendant ce temps-là, tu as une attaque. Faut macérer ça pendant des jours et tout ça, et puis pomper. Donc, c'est lent, c'est coûteux. Donc, du coup, il y a des subventions qui permettent aux agriculteurs de basculer. C'est-à-dire que là, il y a comme une période de carence où ils ont une baisse de revenus. Donc, on va essayer de compenser ça. Mais ça, c'est en Europe. Donc, mais ils ont compris, les gars, c'est une incitation à cela. Donc, ici, très concrètement, si tu veux te lancer dans la tomate, de ce que tu me dis, économiquement parlant, c'est chaud. Le bio, faut pas forcément l'écarter. Il faut l'écarter puisqu'il n'y a pas forcément d'incitation. Il y a pas. Et les gens ne sont pas prêts à payer un certain prix pour ça. Même les supermarchés qui vont te dire on veut certains produits bio, lorsque tu viens avec ton produit, ils vont avoir tendance à vouloir casser ton truc. C'est économique. Voilà, parce que par exemple, on avait été approché par plusieurs supermarchés qui voulaient nous payer à 90 jours. Donc à 90 jours, ça sous-entend que nous on a un cash flow disponible pour vivre pendant ces 90 jours-là. Quand on prend des jeunes, qu'on accepte de les payer normalement, c'est pas tenable. Voilà, businessment parlant, c'est pas tenable. Donc, du coup, on a arrêté la production, on a ralenti la production végétale. On fait ça pour des personnes qui veulent vraiment faire à travers le suivi, l'installation, l'accompagnement. Puis, on s'est lancé dans la production animale. Voilà, parce que, la demande est forte. Il y a toujours des poulets congelés qui viennent de l'Europe, donc autant produire ça sur place. Absolument. Mais même là, il y a encore des difficultés parce que les intrants sont tout le temps augmentés de façon unilatérale. C'est compliqué. Vraiment, l'agriculture, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. S'il n'y a pas de transformation réelle derrière, c'est compliqué. Même nous, on a commencé à ouvrir des boutiques parce qu'on veut maîtriser notre réseau de distribution. Voilà. Quand tu as un grossiste qui vient te prendre à 1800 pour aller revendre à 2500, 2600, on se dit pourquoi pas faire ça nous-mêmes. Absolument. Voilà, parce que finalement, le distributeur, c'est le gros gagnant. Ce monsieur ressemble à... Je pense qu'on lui a déjà dit plusieurs fois, et on le surnomme comme ça parce que aussi il a une équipe de basket, donc il fait tout ça, il ressemble à James Harden. James Harden, sans le talent. Alors, ton talent est autre part. Pour moi, ton talent, c'est dans le business. Voilà. Il y a des gens, ok, c'est de la passion et tout, mais à un moment donné, il y a de la logique à avoir, et stratégiquement parlant, de comment bouger. Donc, ok, tu fais ta chose et tu vois que potentiellement, tu peux toi-même maîtriser quasiment toute la chaîne de valeur. Pourquoi tu veux continuer? Donc, non seulement tu vas créer de l'emploi avec des jeunes que tu vas prendre des moins jeunes, et tu maîtrises tout de bout en bout, quoi. Il y a juste après à se faire connaître. C'est ça. C'est juste génial. Donc, ok, boutique de poulet, vous avez combien on en a 3. 3. CGK, la première, Abata, et puis la CTC. Donc, on avait, je devrais dire, parce que la boutique d'Abata, au-dessus, j'avais une agence de transfert d'argent. Malheureusement, Voilà. Et puis en dessous, j'avais la boutique. Et vu qu'on s'est fait cambrioler, où on a quand même beaucoup perdu, on a essayé de revoir un peu la sécurité et tout ça. Et on s'est rendu compte que les agences de transfert, c'est pas une activité qui peut être couplée avec autre chose. C'est spécifique. Le niveau de sécurité, il doit être tellement important et spécifique qu'on ne doit pas coupler avec autre chose. Alors que nous, dans notre système, et je compte faire un post où je vais remercier les personnes qui m'ont cambriolé parce que grâce à elles, j'ai pu... Non, sérieusement, je vais vraiment les remercier. Je te crois. Il n'y a que dans les difficultés que tu apprends. Voilà, c'est ça. Après, c'est une thérapie aussi. Je pense que tu l'auras compris. Ils m'ont vraiment permis de voir que mon système de sécurité, il était... Même un enfant même un adolescent aurait pu me cambrioler, tellement c'était basique. Mais c'est parce que aussi, j'avais pas d'expérience dans cette activité. C'est ma première activité. Et encore une fois,
Si j'avais eu quelqu'un qui est très fort à ça, qui m'aurait dit, écoute, donne-moi 2 millions, moi je te briefe sur tout ce qui est à ça, je lui aurais donné. Parce que par rapport à ce que j'ai perdu, c'est rien du tout. Donc du coup, c'est pas une activité qui est couplable avec autre chose. Il faut vraiment que les gens viennent, ils font leurs transactions et puis partent. Alors que moi, dans mon système, en bas, c'était un magasin de poulet. Donc, quelqu'un pouvait facilement venir faire semblant de se renseigner et puis en même temps repérer parce que le gars connaissait où les caméras étaient. Il savait comment couper mes cadenas. Donc, ils sont venus avec la bonne tenaille. Parce que des fois, je suppose qu'il y a des cambrioleurs qui viennent avec des tenailles qui n'arrivent pas à couper et qui reviennent peut-être le lendemain avec une plus solide, mais ils savaient celle qu'il fallait. Après, on a vu sur les vidéos, ils avaient tout l'arsenal, quoi. Ils savaient où était le disque dur des caméras. Voilà. Ils savaient quelle caméra casser pour ne pas qu'on les voit. Ils savaient comment dans quel angle se mettre. Donc les mecs, ils ont bossé leur truc, quoi. Non, c'est des pros. J'admire leur travail à un moment donné. Non, c'est quand vraiment c'est bien fait. non, moi j'aime ce qui est bien fait. Que ça soit dans le mal ou dans le bien, après c'est clair que c'est mieux que ça soit dans le bien. Yes. Mais quand c'est bien fait, tu te dis waouh, le gars c'est un cerveau, quoi. Combien de temps ils ont fait ça? Ils ont pris, c'était entre 2h25, et 3, ils ont pris 55 minutes. 55 minutes pour le faire. Je suis passé récemment à côté, parce que finalement, dans cette zone-là, en plus, ça évolue assez rapidement, ça construit, machin et tout. C'est ça. Donc, quand tu étais, ils étaient en train de encore essayer de faire la route, là. C'est ça. Je ne sais pas comment c'est à l'heure actuelle. Maintenant, ils ont fini, là. Ils ont fini. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde qui Je dis ça parce que là, on fait l'interview, on est au Bloom Square Aquaba Center, qui nous met ses locaux à disposition. Ici aussi, on a eu malheureusement des gens qui sont venus cambrioler. Wow. Et ils sont passés dans ces eaux-là à peu près 2h30, un truc comme ça. Et les mecs... C'est ça. Ouais, c'est vrai que la façade, elle est tellement belle. C'est pour ça que j'ai dépassé 2 fois. Hein. Parce que je me dis, j'ai jamais vu ce coin-là, en fait. Et donc, du coup, quand je t'appelais, c'était pour te dire, est-ce que le GPS m'avait pas emmené ailleurs? Et puis après, je bascule ma tête sur la gauche, je regarde, je dis, ah, c'est là. Et la façade, elle est très bien faite. Donc, quelqu'un qui connaît son travail, il peut se dire, il y a du blé à l'intérieur, quoi, alors qu'il y a que des bureaux. Il y avait du blé aussi, mais bon. Ah, d'accord, ok. C'était un peu chiant, mais bon, ils ont fait le nécessaire maintenant en termes de sécurité. Voilà, c'est ça. Je dis pas de venir tester. C'est ça. C'est ça. Vous verrez, quoi. C'est ça, mais au pire des cas, ça t'a permis de voir un peu ce qui n'allait pas, quoi. C'est carrément. Le bon côté. Ouais, carrément. Donc, sur le poulet, tout le monde en parle, mais combien on peut générer sur ça? Wow. De ton expérience à toi, quel a été ton meilleur mois, on va dire? Waouh. Alors, ça, c'est une question que souvent les prospects, les clients me demandent, mais c'est difficile à déterminer parce que ton gain dépend de ce que tu as misé. Je vais être très spécifique. Voilà. Quel est le meilleur chiffre d'affaires que tu as réalisé en un mois? Je parle même pas après déduction des charges, machin et tout. Combien vous avez réussi à écouler? Ce que je peux dire, c'est que c'est le meilleur prix auquel on a déjà vendu nos poulets. Ouais. Parce que à la base, nous, on vendait aux grossistes. Ouais. Les grossistes, c'était 1800. OK. Et puis, petit à petit, on a commencé à draguer, entre guillemets, les restaurants. Ouais. On est passé à 2100 francs. OK. Et puis, finalement, on a attaqué les shawarma. Et puis, aujourd'hui, on tourne en moyenne à 2300, 2400 le poulet en vente. OK. Voilà. Sachant que je prends des poulets qu'on vend à 3000 à des particuliers parce que c'est les meilleurs clients. Évidemment, c'est le client final. OK. Parce que le restaurant cherche toujours sa marge. Absolument. Le grossiste, il n'a rien fait, mais il cherche la plus grosse marge. Mais le client final, finalement, lui, il achète, il mange directement. Donc, il s'en fout un peu du prix. Donc, entre 1800 et 3000, on va être entre 2300 et 2400 le poulet. Ce qui est quand même un exploit dans cette activité où la plupart des acteurs ne pensent que production, vente au grossiste. Production, vente au grossiste. Parce que le grossiste, c'est celui qui peut venir te prendre tes 2000 poulets d'un seul coup. Mais c'est pas celui qui paye le mieux. Il faut de tout pour faire un monde. Moi, cet esprit entrepreneuriat qui fait que, OK, je vais maîtriser toute la chaîne de valeur. À court terme, tu gagnes pas plus.
sur moyen long terme, parce que tu n'es pas là juste pour un coup, tu es là pour des années et plusieurs années. Et puis, si tu es venu ici, c'est pour créer quelque chose et éventuellement léguer ces choses-là à tes enfants, tes petits-enfants et tout. Sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, si on arrive à vendre, par exemple, en 2300 et 2400, si tu prends une bande de 1000, ça fait à peu près 2 300 000. Là où tu auras investi 1,5 million, 1,4 million par bande. Après, il faut déduire les charges et tout ça. Donc, par bande, tu peux te retrouver, par bande de 1000, qui est le bon minimum, tu peux te retrouver avec 400 000, 300 000, 400 000 de bénéfices nets par bande. Donc, tous les 45 jours de production à 60 jours. Donc, 15 jours de vente à peu près. Il faut une équipe de combien de personnes pour pouvoir gérer un élevage de poulets? Alors, pour 1000 poulets, il faut un technicien. Okay. Donc, celui qui a l'expertise, la science, qui souvent a un niveau BTS minimum, et un volailler. Le volailler n'a pas forcément besoin d'avoir une certaine expertise, mais il faut qu'il ait deux qualités. Il faut qu'il soit courageux et il faut qu'il soit physiquement apte. Voilà, parce que c'est des sacs d'aliments de 50 kilos qu'il faut porter. Des fois, il faut changer les litières, donc la couche des poulets. En tout cas, il faut qu'il soit physiquement fort et courageux. Voilà, et qu'il faut qu'il soit intègre aussi, pour éviter toutes les petits trucs qui peuvent se passer. Il faut qu'il mange voilà. le poulet. C'est ça. Bon, en fait, c'est ça. Mais quand on travaille dans un élevage de poulet, on a envie d'une autre protéine animale que le poulet parce qu'on est tout le temps dedans. C'est pour ça que moi, je ne surveille pas les poulets qui manquent dans ma ferme. Je ne surveille pas parce que déjà, ces comptes productifs, ça me demanderait beaucoup trop de temps et puis j'ai pas forcément envie de me lancer dans cette quête-là. Ok, ça marche. Donc, même s'il y a 2-3 poulets, même une dizaine qui passent par bande. Ok, voilà. ok. Par bande, c'est sur 2-3 qui manquent sur 1000. Bon, c'est pas. Non, ça va. Ça va. c'est raisonnable. Taux de cas, c'est bon. Comment ça s'appelle? Comment tu bascules après sur l'immobilier? Parce que je sais que tu es rentré dans l'immobilier. Oui, l'immobilier, je suis encore en France. Quand je vois que finalement, la plupart des personnes, même pas forcément même pas issues de la diaspora, même le local, quelqu'un qui vit ici, la finalité d'une vie, même si c'est pas une fin en soi, c'est quand même de posséder un chez-soi. Une maison, sortie du statut de locataire. Pour ça, il faut de la terre. Donc, du coup, je commence à... Moi, je suis tout le temps en train de regarder un peu ce qui marche, ce que je pourrais faire, comment je pourrais diversifier et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me rends compte que il y a un portefeuille client en Occident. Pourvu qu'il y ait quelqu'un de suffisamment sérieux, consciencieux sur place, il peut éventuellement travailler ensemble pour faire certaines acquisitions. C'est pour ça que je pousse énormément des gars comme toi. Et toi, tu le fais beaucoup plus que la majorité des gens que j'ai été amené à rencontrer. Si des gens comme toi qui ont des preuves de ce qu'ils font, parce que toi, ce que tu fais, ça se voit, c'est publié et tout ça. Et c'est même inspirant et c'est même admiratif pour des jeunes qui soient, ou moins jeunes, qui soient dans la diaspora, France, États-Unis, Canada, peu importe où ils sont, de se dire, ok, je vais revenir ici parce que un gars comme ça, il réussit à s'en sortir, mais voilà ce qu'il a fait, c'est ça. Et les locaux qui sont là, qui disent, ok, nous on néglige potentiellement ça, ou éventuellement, on veut se lancer dans un, mais on ne sait pas à qui se tourner et tout. Ah, des gars comme toi se montrent plus. Donc j'essaie de pousser à fond des gars qui sont des entrepreneurs, ou en tout cas qui font des choses constructives. Et je parle plus business, parce que au bout du bout, on aime tous l'argent, on sait ce que l'on... En tout cas, on aime ce que l'argent peut nous permettre de faire. Donc des gens qui réussissent comme toi, si... Je sais, on est en Afrique, on parle de sorcellerie, laissez ça. On est dans le pratique. Ce que l'on fait, c'est pratique, c'est constructif, et les gens ont besoin de voir cela. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit, Yannick, j'ai dit oui, faut passer. C'est vrai que ça a été quand même assez instantané. Non, il n'y a même pas de problème sur ça. Donc, immobilier, restons dans ça. Comment j'avais interviewé j'ai oublié comment il s'appelle, j'ai du mal avec les noms. Je vais essayer de le rappeler pour qu'il passe sur l'Espace Unicao, qui était expert en immobilier. Comment tu arrives, toi, à dénicher les terrains sur lesquels tu veux t'engager ou tu recommandes des gens de pouvoir aller? Alors, nous, on essaie d'être à la base. La base, c'est quoi? La base, c'est les lotissements. C'est-à-dire prendre une forêt, soit qui a servi à faire une culture, EVA, cacao, peu importe, ou vierge, et d'en faire des lotissements.
c'est-à-dire d'en faire des lieux qui soient potentiellement habitables, donc en passant par la viabilisation. Donc il va sans dire qu'il faut raser la forêt, et puis donc, avant même ça, introduire certains dossiers administratifs au niveau de la construction, l'urbanisme et tout ça. Il y a pas mal de paperasse. Et puis par la suite maintenant, faire ce qu'on appelle l'application, et puis viabiliser la zone. Donc nous, on se concentre plus sur ça. Ça limite aussi les chances de litige et d'arnaque. Parce que, tu vois, quelqu'un qui a déjà acquis son terrain, qui a fait les papiers de son terrain, il peut le revendre à plusieurs personnes. On a plusieurs cas de litige comme ça. Alors que lorsqu'on passe par un lotissement, personne n'a déjà possédé, bien sûr, à part les propriétaires terriens, mais avec qui on a un accord. Quand on finit ce travail-là, on fait une répartition, je te passe les détails, on pourra en parler en off par la suite. Et puis on obtient des attestations qu'on va maintenant attribuer à des personnes. Voilà. Donc nous, on fait les terrains carrément, on crée les terrains. Voilà, on crée les terrains. Pour tout ce que tu viens de dire en un court instant, ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça que vous facilitez, de toute façon, ce genre de choses. Comment quelqu'un, on va dire potentiellement comme moi, qui n'y connaît rien du tout, qu'est-ce qu'il devrait prévoir en termes de budget? Je pense que ça dépend aussi de lotissement et tout, mais en moyenne, combien je devrais prévoir si je me dis, OK, je vais me lancer dans ça? Pour faire quoi? Pour faire du lotissement ou pour financer des lotissements? Les deux. Parce qu'il y a deux aspects dans ce domaine-là. Parlons des deux. D'accord. Donc, le premier déjà, c'est les lotissements. C'est-à-dire celui qui va faire. Moi, j'étais dans une politique de lever des fonds pour financer mes lotissements. Mais il y a tellement d'impatience derrière, et puis il y a tellement d'imprévus qui mènent souvent à des litiges, que je suis maintenant passé en mode autofinancement. C'est-à-dire, je finance moi-même mes lotissements, c'est plus paisible, c'est plus tranquille. Donc, il y a celui qui va faire les lotissements, mais la plupart du temps, ceux qui font les lotissements n'ont pas forcément les moyens financiers. Donc, vont faire appel à des financiers. Permet la répétition. Donc, pour faire le lotissement, faut pas grand-chose, faut juste trouver le site. Pour trouver le site, il faut être en contact avec des propriétaires terriens. Donc, ça va passer par beaucoup de voyages, souvent utiles, souvent inutiles. Et Dieu seul sait qu'on en fait. Parce que quelqu'un, par exemple, va te dire, j'ai 40 hectares à tout le pleu. Là, j'ai vraiment caricaturé au maximum. Viens voir. Tu vas, c'est un truc qui est mal placé, la terre n'est pas plate, et puis le dossier il est bancal parce que tous les propriétaires ne sont pas sur place, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout ça, et puis finalement tu es parti à tout le pleu pour rien, tu reviens. Après le week-end qui suit, tu vas à Signy, après tu vas à l'Épée, donc c'est beaucoup de prospection. Voilà. Donc nous au final là, c'est ce qu'on a trouvé. On prend des jeunes de la zone, on met une moto à leur disposition, on les habille, et puis ils cherchent les marchés pour nous. Voilà, donc ça c'est du game, comme tu aimes le dire. Voilà. Non, donc comme ça, tu n'as plus à te déplacer. Après, il a des... Vous lui mettez quand même un... Voilà, il a une certaine productivité. Voilà, c'est-à-dire que si je te donne une moto de 450 000, je t'habille, de temps en temps je te fais les dépôts, et qu'au bout de 3 mois tu m'as rien trouvé, bon, je récupère ma moto ou je la donne à quelqu'un d'autre. Tu me sers à rien en fait, concrètement, puisqu'on n'est vraiment pas encore rentré dans l'humanitaire. Voilà, ça va venir quand on aura 65 ans, 70 ans, on va faire une fondation et puis on va aider les enfants du monde et tout. Mais pour l'instant, voilà, c'est du business. Donc, on recherche ces terres-là. Donc, pour ça, quelqu'un qui a 2 millions peut commencer cette activité-là. C'est de la prospection. Une fois que tu trouves, tu passes des accords avec les propriétaires et puis maintenant, tu fais appel à des financiers. Maintenant, celui qui n'est pas du tout dans l'activité, qui veut juste financer, à partir de 5 millions... Après, plus tu mises, plus tu as parce que la compensation se fait en lot. Voilà. Donc, j'ai dit n'importe quoi. Si tu as 5 millions, tu peux peut-être avoir 3 ou 4 lots. Si tu donnes 10, au lieu que ça fasse 8, tu peux peut-être avoir 10 lots. Si tu donnes 20, ainsi de suite. Si tu donnes 100 millions, bah, tu as plus de lots. Donc, en bref, pour le financier, il n'y a pas de montant. Ça dépend de ce que tu espères en retour. Voilà. Alors, vous, dans votre activité, comment s'appelle cette branche de ton activité? C'est le lotissement. Voilà, c'est les lotisseurs. Il y a des faites que ça dans le côté immobilier il y a aussi l'aménagement. L'aménagement, c'est simplement quelqu'un qui a déjà fait le lotissement. Et puis, il faut venir décaper la zone. Décaper, c'est de prendre des machines pour couper les arbres. Donc ça, c'est un aménagement. Le bornage, donc identifier les lots, c'est un aménagement.
faire de la pose de poteaux électriques, c'est un aménagement. Donc, on aménage la zone, en fait. On la viabilise. Comment tu as réussi à trouver tout ça? Parce que agriculture, élevage, après tu es basé... Alors, moi, dans une autre vie, peut-être que j'étais professeur, ou bien peut-être que même dans cette vie, j'aurais dû être professeur. J'adore me cultiver. J'adore prendre des renseignements dans cette petite tête. J'adore emmagasiner des informations, en fait. Et si tu vas sur ma chaîne, il y a une rubrique que j'ai appelée ADP Dico, donc qui est un peu le dictionnaire de astuces du pays, où tous ces termes-là, je les démystifie en fait pour des personnes. Voilà. Donc moi, quand j'ai rien à faire, voilà, au lieu d'aller sur les émissions de divertissement qui finalement te vident plus que te remplissent, moi je vais chercher. Si j'ai s'il y a un domaine qui me passionne, je vais me documenter. Non mais c'est incroyable parce que tu dois avoir plein de cicatrices dans le dos, mon ami, parce que tu dois avoir plein de cicatrices dans le dos, parce qu'à chaque fois se lancer dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines où tu as été formé, y aller en mode aventurier. Généralement, on va dire c'est plus, désolé, hein, c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, on va dire c'est plus les blancs qui vont des trucs, mais quelqu'un de notre couleur qui va. Moi, je trouve ça super admiratif et super fort, quoi, en fait. Et après, tu arrives à, effectivement, comme tu dis, démystifier la chose, t'expliquer par A plus B comment la chose, tu peux la faire, quoi. C'est ça. Donc, voilà, j'étais en France, je m'ennuyais. J'allais sur le site de la construction du ministère. J'allais regarder d'autres vidéos. Quand j'entendais un thème que je connaissais pas, j'allais me documenter là-dessus. Et puis, voilà. Donc, j'ai les plus grosses cicatrices, ce sont les informations que tu n'utilises pas, et que tu ne passes à personne. Voilà. Ça, tu meurs, selon moi, selon ma conception de quelqu'un qui aime partager les informations, tu meurs très malheureux. Non seulement tu ne les as pas utilisées, mais tu n'as permis à personne de les utiliser. Moi, ce que je fais, c'est que non seulement j'utilise, mais je donne à d'autres personnes pour qu'eux aussi les utilisent. C'est clair. Voilà. Donc, c'est à base de lecture, de documentation, de recherche. Et il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Et c'est aussi pour ça que je ne pense pas que des personnes comme toi devraient être gênées de mettre un prix à ces transmissions. Parce que même si l'information est devenue assez simple à retrouver finalement, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font l'effort d'aller chercher, d'aller au fond. Parce qu'après, c'est du temps. C'est ça. C'est du temps, c'est un choix aussi. C'est ça. Est-ce que je vais regarder quelque chose qui est non constructif ou est-ce que je vais aller documenter dans ça pour pouvoir, ne serait-ce que pour ma culture générale, ou m'investir dans ça. C'est ça. Donc quand toi, tu passes X nombre d'heures, derrière, tu rajoutes le fait que tu t'es lancé dedans, il n'y a pas à être... à faire la fine bouche sur le prix que tu vas mettre dessus. En fait, dans un contexte africain, c'est super compliqué. Tu vois mon coaching sur le VTC, par exemple, c'est-à-dire qu'en 1 heure, tu passes 1 heure avec moi, tu sais tout sur le VTC. Tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment les chauffeurs réagissent, comment il faut réagir, comment il faut gérer le business, la sécurité. Tu sais vraiment tout. Ce coaching-là en ligne, il est à 35 000. En face à face, il est à 150 000. Il y a des gens qui préfèrent payer en face à face. Et aujourd'hui, je sais que au bout d'1 heure, je continue tellement à parler que on dépasse toujours les 1 heure. T'en as beaucoup plus que... Voilà. Et il y en a même qui me disent que si ça avait été 2 heures, ils auraient payé. Parce que, en fait, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pas comptabilisé les pertes que j'ai eues au niveau du VTC. Mais je dois être à plus de 7 millions. Voilà. Entre les pannes, les gros accidents. T'as retrouvé ton gars qui s'est sauvé avec mon téléphone? Non, le gars qui s'est sauvé avec ta voiture. Avec la voiture? Non, lui, finalement, il était revenu. Il est parti jusqu'à Noé, il est revenu. C'est-à-dire que lui, s'il avait traversé pour passer au Ghana, j'aurais perdu la Espresso, elle était à 6,9. Pour information, puisqu'on parle comme ça, de sortir. Puisqu'on parle comme ça, il avait un de ses gars, de ses collaborateurs ou employés, qui allait faire une virée avec sa voiture VTC, qui n'était pas prévu dans le contrat normalement. Non, c'était pas prévu. Dans le contrat, on sort même pas d'Abidjan. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as pris tes précautions, photos, carte d'identité et tout, et derrière, la puissance des réseaux sociaux, quand tu as posté dessus, j'ai vu tous les messages. C'est ça, ils l'ont rattrapé tout de suite. Après, lui-même, il est revenu. Donc, tu vois, je me dis, quelqu'un comme ça qui a plusieurs années d'expérience dans le VTC, qui a déjà perdu peut-être 5-7 millions, s'il te dit, écoute,
moi, je te promets vraiment de te dire tout ce que tu as à savoir, mais c'est 500 000 ou c'est 1 million, on devrait payer. Mais l'esprit ne voit pas ça encore. L'esprit se dit, peut-être que je vais pas perdre autant que toi tu as perdu. Mais sauf que tu vas forcément perdre de l'argent puisque tu sais pas ce que je sais. Après, peut-être que tu auras un peu plus de chance que moi. Mais au lieu de perdre 7 millions, tu vas en perdre 3. Mais pourquoi ne pas payer 500 000 et tout savoir en même temps? Voilà. Les véritables personnes qui veulent ton produit ou ton service paieront si, comme je le dis, vous vous montrez beaucoup plus. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui vont dire, OK, on fait ça, mais on les a jamais vus. On les a vus ni d'Adam ni d'Ève, alors que tu as juste à prendre ton téléphone et te montrer en train de faire tes choses. Si des gens qui sont dans le show business, dans le divertissement, arrivent à prendre leur téléphone pour faire rire les gens, ce qui est pas mal en soi. Oui, non, c'est pas mal. On a besoin de ça. C'est leur métier. Pourquoi tu vas pas prendre ton téléphone et dire, OK, là, je suis en train de faire ceci. Si tu as les moyens, avoir une équipe qui te suit et faire certaines choses et tout. Si tu te montres pas, grosso modo, tu veux, dans un monde où tu peux devenir la référence de ton marché, tu veux faire les choses à l'ancienne. C'est-à-dire, OK, je vais voir quelle personne de mon réseau, comment je peux faire... Non. Sachant que les personnes de ton réseau, très souvent, ne te disent pas tout. Déjà, d'une part. Voilà. Et aujourd'hui, en 2022, je ne vais pas dire que tu n'as plus besoin de ce réseau-là, mais comme tu as accès directement au consommateur final, Internet, Facebook, Instagram, YouTube, ce que tu veux, autant se montrer beaucoup plus. Et tu n'es pas obligé de chanter. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Donc, pourquoi tu viens au VTC? Alors, parce que le transport marche en Côte d'Ivoire. Le transport marche énormément. C'est assez simple. Hein? Voilà. Il faut juste observer. Voilà. Là, tu peux, par exemple, sortir, tu te mets au bord de la route, pendant 2-3 minutes, il n'y a pas de véhicule qui passe. Il n'y a pas de taxi rouge qui passe. Même actuellement, avec le VTC, qui est le taxi connecté, des fois, tu lances et il n'y a personne. Des fois, il y a 2-3 voitures qui sont à côté quand même, mais des fois, il n'y a personne. Donc, je ne sais même pas s'il y a suffisamment de véhicules pour que les Ivoiriens puissent circuler. Et maintenant que moi, je suis dans l'activité, on a plusieurs véhicules, on n'a pas de période de carence. À moins vraiment quand il y a un accident où le véhicule doit être immobilisé, c'est le seul problème. Mais on n'a pas une période où toutes les voitures sont en forme, il n'y a pas de souci, les chauffeurs ne sont pas malades et tout, mais ça ne marche pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Même en septembre, qui est la période où les parents responsables ont d'autres préoccupations avec la rentrée et tout ça, ça marche. Et pendant les fêtes, c'est encore mieux. Comment ça s'appelle? Donc, tu es connecté sur les plateformes, bon, je vais citer Uber, Yango et tout ça. C'est ça. Et tu me fatigues mon esprit. Je ne sais pas comment je vais investir mon argent et tout ça. Bon, bref. Non, ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, puisque tu fais de la formation VTC, donc tu accompagnes les gens, entre guillemets, ils viennent, tu les reçois, tu leur expliques tout, et derrière, tu peux, en partenariat, grosso modo, ils peuvent investir dans ça et tu gères le tout, quoi. Alors, en général, ceux qui viennent pour du coaching, c'est du coaching, c'est pas vraiment des formations parce que j'ai pas vraiment le temps de faire des formations parce que c'est beaucoup plus long. Okay. C'est des coachings au coup par coup. En général, les personnes qui viennent sont des personnes qui elles veulent se lancer elles-mêmes. Ok, même si très rapidement ils finissent par comprendre que c'est mieux de nous confier le véhicule parce qu'on a l'équipe. Et puis il y a moi-même qui suis là, donc c'est beaucoup plus facile. On a aussi des fichiers de gestion. C'est beaucoup plus facile de gérer. Donc avec tout ça. Qu'est-ce qui fait encore, qu'est-ce qui fait encore Monsieur Joël Nyepa Anani? Alors, le dernier bébé, donc, on a commencé par l'agriculture, ensuite l'immobilier, ensuite la chaîne YouTube est venue, sinon dans le process. Et puis après, donc, de la ferme ont découlé le fast-food. Le fast-food d'ailleurs où j'ai échoué. Le fast-food, au fait, je l'ai fermé, donc je vais me réorganiser. La raison, elle est toute basique, hein, c'est que le propriétaire ne voulait pas qu'on vende de l'alcool, en fait, dans le fast-food. Alors que le piment, il était tellement bon, c'était du poulet fait à la braise de charbon. Voilà, il y avait des clients qui demandaient de temps en temps de pouvoir accompagner ça avec un peu de vin. Et donc, c'était compliqué. Donc, du coup, baisse de chiffre d'affaires. Donc, on a dû fermer. Et puis, on va relocaliser. D'accord. Voilà. Donc, mais le dernier bébé, c'est vraiment la chaîne de la structure de production audiovisuelle, qui a commencé d'abord par un studio photo, où à la base, j'avais mis ça en place pour pouvoir me filmer, pour faire mes vidéos YouTube. Et puis finalement, j'avais plus trop le temps de faire des vidéos, donc on a continué
en studio photo. Et puis là, automatiquement, on a basculé maintenant dans la production audiovisuelle. Donc, on produit des humoristes, enfin, un seul pour l'instant, mais on va augmenter. Il y a des jeunes qui viennent vers nous, mais après, bon, faut négocier, faut s'assurer que c'est la bonne personne, que ça serait un bon investissement. Mais on s'est lancé vers la production audiovisuelle où on accompagne certains artistes. D'accord. C'était une passion pour l'humour, pour lequel tu as voulu te lancer dans cela, dans la production de jeunes artistes, puisque je t'ai vu passer dans certaines vidéos. C'est ça. Ou je veux pas dire l'appât du gain, c'est parce que c'est pas mal pour moi. En fait, pour moi, la recherche de gagner de l'argent, c'est pas mal par rapport à ce que je peux faire de cet argent-là. Je peux le donner à ma famille, je peux en profiter, donc c'est pas mal pour moi. Maintenant, comme j'avais pas vu ça venir de toi, j'étais surpris, moi, que tu partes dans cette direction-là. C'est pour ça que je te dis que c'est quoi finalement qui fait que tu dis... Moi, dans l'investissement, moi, ma règle, c'est de toujours investir dans une chose dans laquelle j'ai un certain intérêt. Ouais. Mais je ne pourrais pas parler de passion parce qu'il y a certaines choses où c'est une passion et il y a certaines où c'est pas vraiment une passion, mais c'est un intérêt que je porte à la chose. Okay? Juste avant que tu continues ta réponse, oui. Est-ce que, parce que c'est peut-être moi qui ai lancé le sujet, est-ce que tu estimes que la passion devrait guider là où tu vas investir ton temps et ton énergie? C'est une très 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 bonne question parce que l'investissement c'est incertain. L'entrepreneuriat c'est incertain. Pour moi, vaut mieux investir dans quelque chose qu'on aime que dans quelque chose qu'on fait justement pour des raisons pécuniaires. Pourquoi? Parce que c'est incertain. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu de l'argent dans certains domaines. Ça m'a pas fait aussi mal que si je perdais cet argent-là dans quelque chose pour lequel je n'ai aucun intérêt. Tu vois? Quel exemple je pourrais prendre? Par exemple, l'agriculture, vu qu'on n'est pas vraiment passé on n'est pas passé à la transformation agriculture-production végétale, j'ai quand même perdu de l'argent, mais ça m'a pas fait aussi mal parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime le processus de mettre une graine et qu'elle se développe. Moi, j'aime la croissance. Voilà, tout ce qui croît, j'aime. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal aussi à avoir beaucoup d'amis parce qu'au bout d'un moment, tu marches avec quelqu'un qui stagne. Ça me fatigue un peu. Voilà, moi j'aime. Yannick, je viens de voir, t'as un nouveau projet. Je viens de voir dans 2 mois, t'as encore un autre projet, mais ça fatigue. Donc j'investis mais je m'assure toujours d'avoir un certain intérêt. Dans mon bureau, il y a plein de personnes qui défilent avec des projets. Il y a des projets auxquels je ne donne pas suite. Bien sûr, je lui dis que je vais pas suivre parce que des fois, la personne t'explique, mais la flamme, elle s'allume pas. Il y a rien. Donc, l'humour, nous, on a grandi avec l'humour. Moi, ma mère, elle allait à Château-Rouge, que tu connais bien, Château-Rouge et Château-d'Eau. Et à chaque fois qu'elle revenait avec les courses, on savait qu'il y avait toujours un DVD de Gou, Ma famille, Les Guignols d'Abidjan. Il y avait toujours de l'humour dans son sac. Et comme elle était dans la production aussi, elle bougeait beaucoup. Donc du coup, on regardait, elle nous a dit, bon, comme je n'ai pas le temps de vous expliquer l'Afrique et tout ça, donc on regardait les films sur l'Afrique, donc on voyait un peu les mœurs, les traditions, les habitudes et tout ça, et ça nous faisait rire en même temps. Donc du coup, lorsque je me lance dans la production audiovisuelle, si tu as remarqué, je fais beaucoup de photos avec les humoristes. Pourtant, il y a les chanteurs. Il y a les rappeurs, il y a le coupé-décalé pour lequel j'ai pas un réel intérêt. C'est pas vraiment mon style de chanson, même s'il y en a qui sont bien. Il y a le rap ivoire que j'écoute, mais je mettrai pas forcément mon argent dedans. Donc, c'est plus l'humour. L'immobilier, c'est beaucoup d'appât du gain et puis un peu de passion. Voilà. Construire des maisons, c'est plus parce que ça rapporte de l'argent, en fait. Voilà. Par contre, l'agriculture, l'élevage, le transport, je suis un passionné de voitures. Voilà pourquoi tu vois que je change régulièrement. J'aime les voitures, j'aime découvrir les voitures, j'aime les conduire. Dès qu'il y a un chauffeur qui dit qu'il y a une panne, c'est moi-même qui teste parce que je veux rouler. Voilà, j'aime les voitures. Donc, je m'assure. Donc, la passion doit guider un peu, mais pas beaucoup. En fait, tu dois transformer ta passion en argent, sans être trop passionné non plus. Alors, il y a des gens qui sont tellement passionnés qu'ils ne font que perdre de l'argent, mais ils sont dedans. Et quand ça ne marche pas, il faut fermer tout de suite. Mais il faut quand même une dose de passion. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus agréable en termes de... Par contre, par exemple, mon agence
mon agence de transfert d'argent, j'ai beaucoup senti la douleur. Parce que j'ai fait ça parce qu'il y a de l'argent dedans. Je suis pas passionné j'aime compter l'argent. Mais dans mon agence, c'est pas moi qui compte l'argent. J'ai mes filles qui sont là-bas, elles font le travail. Donc, il n'y a pas de réelle passion derrière ce business-là. C'est peut-être pour ça qu'on m'a cambriolé. Ils se sont dit, bon, lui, il s'en fout. OK, on va prendre le blé et puis voilà. Mais il n'y a pas je te dis, franchement, il n'y a pas voilà. Okay. J'ai pas une passion pour la finance. Non. De toute façon, je pense même pas que c'est de la réelle finance. Non, j'ai pas de passion aussi pour des transactions d'argent. Voilà. Il y a vraiment aucune passion derrière. Okay. Parce que je sais que les gens ont besoin de transférer de l'argent, que ce soit Orange Money, MTN, Wave ou Western Union. Les gens, le flux d'argent, ça rapporte. Donc, c'est pour ça que je suis dedans. Par contre, l'agriculture, c'est de la pure passion, quoi. Ça marche. C'est là-bas où je perds le plus aussi. Mais ça fait pas mal. Pour quelqu'un qui a dit, OK, si tu vois la passion, il faut tout de suite arrêter. Il a dit, non, il continue. C'est ça. Potentiellement... En fait, il y a beaucoup de jeunes aussi que j'emploie. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes aussi que j'emploie qui ont fait production animale, production végétale. Ouais. Donc, si j'arrête, t'imagines aujourd'hui, dans un environnement où les jeunes veulent briller, ouais. Tu as d'autres jeunes qui choisissent d'aller en milieu rural. Là, aujourd'hui, sur mon site, il y a l'électricité, il y a l'eau, mais avant ça, ils s'éclairaient à l'énergie solaire. Ouais. Voilà. Plusieurs fois, on a retrouvé des serpents dans des coins dans le jardin. Ils ont toujours eu l'eau potable, par contre. Hein. Mais voilà, il y a des zones en zone rurale, ils boivent l'eau du puits. Donc, ce sont des jeunes qui sont suffisamment courageux pour dire, OK, d'autres veulent faire du cinéma, de l'informatique, d'autres veulent créer des buzz. Nous, on va aller à la terre. Donc, si je ferme, il y a tous ces jeunes-là derrière qui n'ont plus d'emploi. Moi, je m'en fous. Moi, je peux fermer n'importe quel business. Je vais quand même en laisser un. Je pourrais toujours vivre. Mais à chaque fois que je ferme un business, bon, derrière, voilà. J'ai commencé tout seul. Après, on était 2 pendant une longue période. Aujourd'hui, on est une trentaine. Entre les chauffeurs, la ferme, la boutique, le bureau et tout ça. Excellent. On va terminer sur ça parce que j'aime bien ce final-là. Parce que potentiellement, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que tu as au niveau de pas ces 30 employés ou 30 collaborateurs, ces 30 familles. Moi, c'est ce que j'appelle ça. Parce que une personne ou 30 personnes que tu prends, c'est autour d'elle beaucoup de gens que tu aides en même temps. Plus que 30 familles. Tu vois, donc cet impact-là, des fois les gens ne le mesurent pas, potentiellement par l'image que l'on renvoie, parce que sur tes réseaux, moi qui te connais un petit peu, on est des Ivoiriens, on aime bien s'habiller, on aime bien se taper, donc c'est pas un problème, on aime les voitures, montres et tout. Mais quand les gens voient ça, ils ne voient pas derrière ces personnes-là. J'avais la même discussion avec, comment il s'appelle, Bruno Bellinga. Qui lui a 200 personnes qui l'emploient et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 200 gros problèmes. Wow. Exactement. Mais ça fait 200 personnes dont il a un impact sur leur famille direct. Tu vois? Donc, effectivement, il y a des fois, comme tu dis, tu perds peut-être pécuniairement parlant, mais si je devais prendre des termes religieux ou spirituels, tu gagnes le paradis par rapport à ce que tu es en train de faire là. Tu vois? Donc, j'aime. Le paradis des entrepreneurs. Ouais. Je suis sûr qu'on aurait un coin bien avec des beaux bureaux, la clim. Tout le monde va se regarder. Fais voir tes cicatrices. OK. Ouais. OK. Donc on va terminer par ça. Joël, où est-ce qu'on peut te retrouver par rapport à tes activités? Alors moi, je suis pas très caché. J'adore la position géographique de mon bureau. Même si il commence à devenir petit, on va relocaliser. Je suis, comment dire ça? Je suis collé à Socopri. Donc, entre Socopri et moi, il n'y a que Technibat. Mais comme Socopri est l'endroit le plus connu, je suis collé à Socopri au niveau après barrage de la Palmeraie. OK. Et encore plus précis, on connaît l'hôtel Lorenzo. Ouais. Je suis juste en face de l'hôtel Lorenzo, donc de l'autre côté de la route. Parce que ici, des fois, tu dis en face et puis le gars, il va à côté. Tu dis non, j'ai pas dit à côté, j'ai dit en face. Donc, faut juste prendre littéralement. Je suis en face. Okay. Donc, tu montes sur le rooftop de l'hôtel Lorenzo. Je suis de l'autre côté de la route, de la voie qui mène à Benjaville quand on vient d'Abata. Yes. Voilà. Donc, il y a 2 bâtiments. Je suis dans celui qui est derrière côté parking. OK. Et comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, bon, le plus simple, c'est de venir sur ma page personnelle, Gnepa, Gnepa. Ah, voilà. Alors, le plus simple pour me retrouver, c'est de venir sur ma page parce que, stratégiquement parlant, j'envoie tout vers moi et puis après, on peut facilement retrouver les autres business. C'est plus simple. Donc, c'est Gnepa,
Joël Anani. Gnepa, G-N-E-P-A, Joël, J-O-E-L, et puis Anani, A-N-A-N-I. Donc, en venant sur la page, il y aura tous les autres business avec les logos, et puis facilement, on peut rebasculer sur les autres business, que ça soit AgroLight, SARL, AgroLight Market, les boutiques, ensuite l'immobilier S'Arrange Group, ensuite Astuces du pays, la chaîne YouTube, ensuite Sun et Elohim Transport pour le transport, Sunshine Group pour la production audiovisuelle, Barbuck qui est la chaîne de restauration rapide, mais pour l'instant elle n'existe pas, elle a existé mais on va se réorganiser, et puis Afro Élégance qui est la marque de vêtements qui est en plein lancement. Voilà, donc à partir de là on peut retrouver tout le reste. Et je précise que tout ce que j'ai cité, je ne suis pas seul. Voilà, il y a toute une équipe derrière, je suis pas un super héros, je suis plutôt quelqu'un de basique avec une bonne équipe derrière. Voilà. Écoute, des fois, les gens qui font les choses les plus simples sont les plus efficaces. Les gens essaient de... Ici, surtout ici, on essaie toujours de... Enfin, je dis surtout ici, un peu partout, mais de ce que j'ai remarqué ici, on essaie de trouver le prochain Mark Zuckerberg, le prochain truc. Non, il s'est lancé dans des choses qui potentiellement existent déjà. On fait leurs preuves dans leur fonctionnement, il s'est lancé dedans. Et je pense que comme c'est un compétiteur aussi, il fait du basket, c'est un sport par excellence qui est très compétition. Bon, il va à fond, toutes ses tripes, toute sa intelligence, toute sa formation, et aussi une petite dose de passion qui fait qu'aujourd'hui, il est là. Et puis, bon, même si vous ne le connaissez pas personnellement, ça va un peu. Mine de rien, derrière ce côté business, on essaie de faire de l'argent, on essaie de devenir riche, on essaie d'être indépendant financièrement. J'ai une grosse passion pour les jeunes à qui on ne fait pas suffisamment confiance, souvent à tort, souvent à raison. Mais ce que je voudrais dire, c'est que faut vraiment que la jeunesse ivoirienne commence à considérablement se détourner du divertissement et commence à utiliser toute la matière grise qu'ils ont, et aussi la jeunesse qui est en leur faveur pour vraiment être créatif. Le divertissement viendra après. Voilà. Donc, toutes ces émissions, tous ces programmes, tous ces trucs qui visent à divertir le jeune ivoirien, il faut vraiment rester concentré. Il y en a énormément qui sont concentrés, mais il y en a beaucoup trop qui sont encore dans le divertissement. Voilà, qui sont encore dans le m'as-tu vu. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment se mettre au travail. Et la deuxième chose, il faut chercher à suivre les bons exemples. Voilà. Nous, malheureusement, là, dernièrement, j'ai vraiment compris l'importance de la communication. Mais c'est maintenant qu'on a compris qu'il faut communiquer, mais on n'est pas assez connu pour ce qu'on essaie de transmettre comme information, comme valeur. Et malheureusement, des personnes qui ne transmettent pas grand-chose à mon goût, ont beaucoup plus de notoriété, et ça, c'est dommage. Donc, il faut vraiment se reconcentrer et choisir les bons modèles, ne pas être envieux, aller étape par étape et ne pas hésiter à commencer petit et puis se développer tout doucement. Merci Yannick. Écoute, merci à toi pour ton temps, parce que mine de rien, ce monsieur est très occupé et il a pris le temps de pouvoir venir échanger avec vous et moi. Donc merci Joël. Merci à toi. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Joël, de ce qu'il fait. N'hésitez pas à aller sur cette page et tout, Astuces du pays. Je pense que vous allez avoir plein de games, comme j'aime le dire. C'est ça. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, un maximum de monde, quoi. Et puis, pour le mot de la fin, restez concentrés, restez dangereux. À bientôt. À bientôt.